Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la quête du blob, c'est-à-dire la quête de ce truc à la fois immatériel et matériel qui est partout, qu'on n'arrive pas à détruire, qui se démultiplie dès qu'on y touche. Attendez, il y a un train qui passe. Hop, bon le train. Plus précisément, je voudrais vous parler de ce qu'on appelle le big data, l'information qui produirait de la valeur par elle-même et cette démultiplication qui viendrait du fait que tout un chacun deviendrait un fournisseur de données en permanence. Bon. Alors quel est le sujet ? Le sujet, c'est d'abord que partout dans mon métier, où que j'aille, que ce soit dans des institutions nationales, européennes, régionales, départementales ou avec des partenaires privés, on me parle de big data comme du nouvel Eldorado. Il se crée des guichets, des lieux dans lesquels tout le monde doit payer pour le big data et notamment pour leur valeur éthique, ou pour la qualité technique du système qui permettra d'assurer la valeur éthique du big data. Bon. Il se trouve que nous, sociologues, ça nous concerne au premier chef. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Et puis, porter avec vous une petite réflexion sur cette espèce de quête impossible de l'information. Bien. Alors d'abord, quelques distinctions. De quel moment on passe de la data à l'information ? La data, ça veut dire de la donnée. La big data, ça veut dire tout simplement, en quelque sorte, une mesure infiniment grande de la donnée à partir du moment où tout un chacun dans chacune de ses actions produit de la donnée. La donnée, elle devient de l'information dès lors qu'elle a un émetteur, un destinataire, et qu'on fait usage de cette information, en ce sens on lui donne un sens. C'est donc le sens, l'usage donné à la donnée qui transforme cette donnée en information, dès lors qu'elle a un destinataire et que ce destinataire est censé en faire quelque chose. Alors, un système social a-t-il besoin d'informations ? La réponse est oui. Dès lors qu'il est complexe, mais même lorsqu'il est simple, un système est un ensemble coordonné, un ensemble de dépendances internes, et il a besoin d'informations pour pouvoir coordonner ces différentes parties, afin par exemple d'atteindre un but. Donc on peut partir de ce point-là. Tout système social a besoin d'informations et c'est une des fonctions élémentaires du pouvoir, notamment parce que ça lui permettra d'agencer l'ordonnancement intérieur, l'ordonnancement extérieur. Ça permet de réagir par exemple aux besoins des uns, à la menace constituée par ceci ou par cela, à l'opportunité de faire ceci ou cela. Donc l'information n'est pas mauvaise en soi, tout système social a besoin d'informations. Et c'est une fonction élémentaire du pouvoir. Alors cette information, elle peut être donnée de plusieurs manières. Dans un système très simple, par exemple, je ne sais pas, vous êtes une petite communauté d'une vingtaine de personnes, chacun peut donner l'information et rapporter l'information qu'il a en sa possession, par exemple en parlant, en discutant. Bien, ça permet déjà une circulation de l'information, puis en s'observant les uns les autres. À un autre niveau, dès que le système est un peu plus complexe, on va avoir des informateurs, par exemple des personnes qui vont vous dire ici on a un manque d'infrastructures pour scolariser les gens. Ici on aurait besoin d'infrastructures pour les soigner. Ici on aurait besoin d'une route. Ici il y a beaucoup de voitures qui passent et ça abîme la route, etc. Donc il faudrait pouvoir la rénover. Cette information-là, elle peut être donnée de plusieurs façons. Et il y a notamment, on pourrait dire, deux grandes manières. D'une manière technique et à travers la parole. Lorsque l'objet ou le système lui-même produit ces informations, un bus peut vous dire combien de personnes l'ont emprunté tous les jours, et l'autre système, c'est en passant par exemple, la parole des utilisateurs. La parole des utilisateurs, elle peut s'exprimer, elle encore, de deux manières. Soit la principale à travers le vote ou la démocratie directe,
ou l'action directe à travers des associations, etc., soit par la sociologie. Donc, les sociologues vont être en quelque sorte mandatés, soit par le pouvoir, soit par d'autres institutions qui exercent de près ou de loin le pouvoir, pour prendre des informations et soit informer le débat public avec ces informations, soit informer directement les décideurs. Il existe donc quelque chose comme une concurrence aujourd'hui avec toutes ces données produites par des capteurs d'un côté et puis le travail du sociologue. Est-ce qu'on s'informe à travers des capteurs qui témoignent des comportements des uns et des autres, ou est-ce qu'on passe par des capteurs un peu spécifiques qui sont des êtres humains qu'on appelle les sociologues et qui vont à travers le pays recueillir des informations. Alors vous voyez, il y a cette concurrence entre capteurs et sociologues, elle est rigolote parce que les capteurs, c'est-à-dire le capteur de mouvement qu'on va mettre chez une personne âgée, le capteur de mouvement qu'on va mettre dans un métro, dans un bus, les ordinateurs qu'on va mettre dans les hôpitaux et qui témoignent de tout ce qui est fait, etc. Ces capteurs-là sont vraiment en concurrence avec nous, mais nous aussi on est dans un système technique. C'est-à-dire, vous voyez bien dans les vidéos que je suis sans arrêt dans une gare, dans des trains, etc. C'est-à-dire que pour atteindre la parole des uns et des autres, et notamment quand l'enquête est nationale, le sociologue emprunte des macro-systèmes techniques pour se rendre partout et tâcher de faire remonter l'information. Et qui tâchera de faire une remontée la plus pure possible. En tout cas, c'est un enjeu sur lequel on reviendra tout à l'heure. Alors, dès à présent, et avant d'aller plus loin, je voudrais opposer deux choses. L'information remontée par les capteurs et l'information remontée par les sociologues. D'un côté, on arrive à quelque chose qui ressemble à une police des données, c'est-à-dire un ordonnancement qui se fait de manière brute à partir de chiffres, à partir de bips, si on veut bien, produits par des capteurs. De l'autre, on a une espèce de démocratie extraordinairement indirecte dans lequel le sociologue va essayer de faire quelque chose d'impossible, c'est-à-dire de faire remonter quelque chose comme la parole d'une population sans passer par le vote. Parce que le vote, ça n'est pas tout. Par exemple, si on vote pour, je ne sais pas moi, améliorer l'éducation nationale en démultipliant le nombre d'enseignants et en augmentant l'effort financier qu'on produit là-dessus, ça c'est une chose. Mais ensuite, il va falloir savoir où sont les besoins pour répartir les enseignants, quelle est la demande de la population pour mettre un contenu aux enseignements, quelles sont les urgences à traiter de ce point de vue-là, comment est-ce qu'on peut rétablir une forme d'égalité, etc., etc. Donc, ne serait-ce que pour pouvoir appliquer une décision établie collectivement, il faut de l'information. Bon. Alors, je voudrais maintenant revenir sur quelque chose comme une distance. Quand une question est posée, comme par exemple de quoi les personnes âgées en France aujourd'hui pourraient avoir besoin pour avoir une meilleure vie, et quelle est leur opinion là-dessus? Questions qui peuvent m'être par exemple posées à moi en particulier et aux collègues avec lesquels je travaille sur ce type de questions. Il nous faut aller trouver la personne âgée. La personne âgée n'existe pas. Donc, il y en a des tas de personnes âgées avec des désirs différents, avec des pensées différentes, avec des façons de parler différentes, avec des environnements différents. La première étape pour nous, c'est de traverser le pays. On commence par traverser le pays en train, on traverse le pays à vélo, on rencontre cette difficulté presque physique d'atteindre la personne.
fois qu'on est en face d'elle, elle peut ou pas avoir envie de nous parler. Deuxième difficulté, deuxième trajet. Une fois encore, il faut atteindre la personne. Il faut lui donner envie de nous parler. Il faut justifier. Troisième distance, on entre maintenant dans l'entretien. Et dans l'entretien, ou plutôt dans la somme des entretiens, on a affaire à quelque chose qui a à la fois aucune unité et à la fois une énorme unité. On touche à ce qui fait pays, dans le même et dans le différent. Ce qui fait que la France est un système de dépendance interne cohérent et à la fois extrêmement différencié. Donc on rentre dans la parole, dans la finesse de la parole, dans tout ce qui peut être interprété. Et là, c'est nous qui, en tant que subjectivité, sommes traversés à la fois par l'unité et la pluralité extraordinaire des situations qu'on a déjà commencé par caractériser, à caractériser par la distance, par la traversée de telles montagnes, de tels paysages, de tels champs. Et puis ensuite qu'on traverse à travers la différence des personnes qu'on rencontre, les différences entre les personnes qu'on rencontre. Alors on en vient ensuite à que faire de la donnée recueillie. D'un côté, on a tout de suite de l'information parlante, du côté du capteur évidemment, du côté du blob, on a tout de suite de l'information parlante, mais qui en même temps est absolument inutilisable en ce sens qu'elle ne dit rien de la vie des gens, ni de leurs opinions. Elle est désubjective, elle les objective, elle les nie en tant qu'ils ont des intentions, des sentiments, des motivations de leur action qui peuvent parfois être paradoxales, complexes. Et puis, de l'autre côté, du côté du capteur sociologue, on a une somme de paroles qui traduit immédiatement des vies, des sentiments, des représentations. Et là, le sociologue se trouve face à un défi qui consiste à ne pas simplifier, qui consiste non pas à dire le groupe, mais à lui donner la parole et à porter cette parole. Je dirais qu'il y a vraiment, à ce moment-là, une vraie rupture entre une pratique quantitative et une pratique qualitative. Ça, c'est une première rupture. Premièrement, tâcher d'avoir conscience du biais que l'on constitue en existant et tâcher au maximum de ne pas dire le groupe, mais de le laisser parler, de protéger sa parole. Et ensuite, autant que faire se peut, de faire en sorte que ces informations servent à informer la discussion entre les gens, le débat public, à informer le sens commun, plutôt qu'à donner immédiatement des outils à des institutions pour manipuler, quoi. Pour agir le groupe à sa place. Bien. Alors vous voyez, d'un côté, on a de l'information immédiatement efficace, mais en réalité inutile si le but, c'est de faire correspondre ce que les gens veulent et l'action publique. Et de l'autre côté, on a quelque chose qui est le plus fidèle possible, le plus pur, mais dont la seule valeur en réalité est de créer une discussion collective, une mise en discussion, beaucoup plus qu'une efficacité dans l'action. En fait, on a d'un côté quelque chose de tout trouvé, et de l'autre, on a en quelque sorte l'interlocuteur introuvable. À travers la multiplication, à travers la finesse des entretiens, on se retrouve avec un interlocuteur introuvable, mais que l'on constitue, et que l'on constitue en soi-même avant de le rendre aux autres. Voilà. Si vous voulez, pour moi, qui suis sociologue, le big data est une chimère amusante, en ce sens que plus je connais la complexité des sociétés humaines et en particulier la nôtre, plus je sais que toutes les simplifications qui peuvent être produites à travers des capteurs et à travers le big data sont complètement, totalement
déconnecté de ce qui fait en quelque sorte l'âme collective, le lieu où se travaille le collectif. Plus j'expérimente à travers mes terrains la distance, la difficulté d'atteindre, il y a une araignée qui se promène sur le téléphone portable, c'est absolument charmant, mais je ne peux pas vous la montrer sinon je coupe la vidéo. Plus je fais l'expérience de la distance, plus je sais ce qu'il en coûte d'être fidèle en quelque sorte à une parole aussi multiple et aussi complexe, plus je sais que le big data, c'est vraiment une bulle, quoi. Une bulle. Et plus je découvre en réalité la véritable efficacité d'une pratique socio-anthropologique ou sociologique, c'est-à-dire, à mon sens, non pas tant dire les groupes que porter leurs paroles et constituer en soi l'espace d'une discussion entre ces paroles et enfin la faire exister en portant au débat public, en rendant des comptes au sens commun sur ces recherches. Bon. En d'autres termes, il s'agit de faire exister dans un système qui est très vaste et dans lequel la discussion directe entre les individus et entre les intimités et entre les représentations est difficile. Voilà, quelque chose comme une discussion particulière qui n'est pas la discussion du débat politique, mais qui est une discussion qui la précède et qui l'informe. Pour finir, je voudrais vous raconter une anecdote triste. Je marchais il y a quelques jours place de la République à Paris quand je croisais une équipe du SAMU social découvrant le corps d'un jeune individu, un jeune être humain, qui semblait parfaitement inanimé et dont les traits du visage pouvaient susciter quelque inquiétude sur son état. Alors, un jeune homme du SAMU social s'est approché de lui et lui a doucement touché le visage, parce qu'il était pris dans la contradiction. Est-ce que c'est juste un individu qui dort et que je dérange, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est dans un état tel qu'il a besoin de soins immédiats, ou est-ce qu'il est mort et dans ce cas-là, c'est un cadavre dans l'espace public et quelqu'un qu'il faut retirer immédiatement de cet endroit-là. Je me suis fait la réflexion suivante. Des capteurs auraient très bien pu, tout simplement, vous savez, ces genres de caméras par exemple qui repèrent la chaleur, avoir ces informations extrêmement vite, peut-être même en temps réel. Ils auraient, ces capteurs-là, permis à la société de réagir sans même toucher la personne et sans cette espèce d'émotion qui marquait le travailleur social exactement à ce moment-là et qui se marquait dans la gêne qu'il avait à approcher ce corps. Inversement, le travailleur a eu à ce moment-là une émotion sur la place publique et par ailleurs, il a touché le corps de ce jeune homme inanimé ou endormi. Bon. Quelle est la différence entre les deux ? Société où le cas d'une personne est repéré techniquement et traité techniquement, et de l'autre, quelque chose où on se touche, on est ému les uns par les autres, et on se prend en charge à travers ce contact, à travers cette première solidarité du contact. Il me semble que même s'il s'agit d'une métaphore, cela traduit assez justement l'écart qu'il y a entre une approche de la connaissance de la société par les capteurs et une approche de une connaissance de la société par le sociologue. C'est-à-dire que nous touchons et nous sommes touchés à travers les entretiens. Alors, ensuite, d'une certaine manière, il s'agit d'une question de morale et d'une question de goût. Je vous laisse juge de la société que vous préférez. En ce qui me concerne, évidemment, elle va du côté du contact et pas d'une espèce d'efficacité objectivante.
Bon, pour vous rassurer, il était endormi. Allez. Vendredi, je vous enverrai des images du psychanthrope à Épinal.